force paix, liberté et décolonisation à tous les Africains. Partout où vous êtes, nous vous saluons. Veuillez recevoir nos salutations révolutionnaires de la part du Parti africain pour l'unité continentale. Je m'appelle Kabbalah, un membre de la communication. Donc aujourd'hui, je tiens au nom du parti m'exprimer aussi sur la situation de la RDC. En tant que ressortissant de cet enclos colonial, en tant que panafricaniste et révolutionnaire, en tant que penseur, je dois aussi aujourd'hui, je me permets aussi donc de m'exprimer sur ces sujets très importants, sachant bien sûr ce que la soi-disant RDC représente pour l'Afrique. Donc j'apporte aussi une perspective afrocentrique ou je vais dire révolutionnaire dans le cadre du panafricanisme pour ainsi apporter aussi d'éclairage sur ces sujets. Parce que tant qu'on ne comprend pas très bien les fonds du problème, tant qu'on n'a pas très bien évalué donc la profondeur du problème, on risque de se battre pour des mauvaises solutions ou tout simplement on risque de se battre pour des symptômes parce qu'on n'a pas fait une bonne analyse qui pourra nous permettre de comprendre le problème. Donc je vous invite à rester avec nous pendant ces peu de temps d'analyse, d'évaluation selon notre perspective panafricaniste comme je l'ai dit. Et je vous invite aussi à bien vouloir souscrire à notre chaîne et aussi liker et partager la vidéo parce que nous avons beaucoup donc à venir dans le futur qui peut justement impacter sur la façon de voir le monde, sur la manière de comprendre le monde et sa géopolitique. Et c'est lorsqu'on a très bien compris la situation qu'on est capable de prendre des décisions intelligentes. Alors précisément autour de cet exposé aujourd'hui, je tiens à donc aborder deux choses tout simplement. Et la première des choses que je vais aborder c'est quoi d'abord le réel problème qui rencontre aujourd'hui cet enclos colonial que nous appelons avec beaucoup d'affection la République démocratique du Congo. Donc évaluer d'abord les problèmes, donc comprendre les problèmes du fond c'est quoi. Et la deuxième donc problématique que je vais aborder c'est quoi la solution. Ok, ou la deuxième question que je vais donc aborder c'est quoi la solution. Mais la première c'est d'abord c'est quoi les problèmes de fond. Je vais essayer de répondre. C'est quoi le problème de fond? Alors, cela étant dit, donc il faut, comme je l'ai dit tantôt, il faut comprendre d'abord c'est quoi les problèmes qui nous confrontent en tant que Congolais. Okay? C'est quoi d'abord le réel problème? Dès lors qu'on a compris c'est quoi le réel problème, la solution va donc s'établir d'une manière automatique. Parce que en analysant ce que nous faisons des années après des années concernant cette crise de la RDC dont je tiens à parler justement, la crise de l'Est du Congo, la guerre qui ronge ces pays depuis plus de 20 ans maintenant. Okay? Si on ne comprend pas les problèmes du fond, on risque de traiter avec les symptômes. Et malheureusement, c'est ça, c'est qu'on est en quelque sorte qu'on est en train de faire depuis quelques années maintenant. On est en train de traiter avec des symptômes, mais pas avec la crise du fond. Ok. Je vais vous présenter donc un petit scénario pour comprendre ce que je vais dire. Admettons que vous avez votre vélo ou soit votre moto ou voire même votre voiture qui a donc une roue qui perd de l'air. Ok. Vous êtes obligé
amenez votre moto ou vélo chez un mécanicien pour qu'il puisse réparer votre roue qui perd de la pression. Ok, le mécanicien vous facture et puis donc il prend la roue, il rajoute la pression et il vous la donne. Voilà, j'ai réparé votre roue. Certainement, au fond de vous, vous savez que ce n'est pas la solution adéquate parce que c'est que les mécaniciens a fait, il a traité les symptômes. Ok, les symptômes, c'est que la roue est en train de fuiter, donc la pression fuite. Ok, il a traité les symptômes, mais il n'a pas traité les problèmes du fond parce que les problèmes du fond, c'est qu'il y a un trou, ok, dans votre roue qu'il va falloir boucher, ok, pour que la pression ne puisse plus sortir. Alors c'est ça donc le problème que nous avons aussi en tant qu'Africains d'une manière générale et aussi en tant que Congolais d'une manière particulière en ce qui concerne tous ces maux que nous avons en RDC et particulièrement ces problèmes de guerre. Donc on a essayé de traiter les symptômes et ces symptômes c'est par exemple essayer de changer des présidents, ok, en croyant que ce sont ces présidents qui sont donc à la base de la crise, ok. On se dit non, voilà, c'est ce président qui a occasionné la guerre, c'est ce président qui a maintenu donc l'atmosphère de la guerre. Il va falloir le déguerpir pour qu'on puisse avoir un autre président qui va mettre fin à la guerre. Mais malheureusement, on voit que la guerre continue toujours. Okay? Parce que ce que l'on ne comprend pas, c'est que changer un président n'est pas nécessairement changer un régime. Aussi, quand on change un régime, cela ne veut pas dire qu'on a changé un système, ok? Et parfois, même quand on change un système, cela ne veut pas dire qu'on a changé l'état des pensées des gens dans la société. Vous savez, parce que le système, c'est l'ensemble de principes, ok, qui fonctionnent pour accomplir un certain résultat. Mais vous savez, même la technologie la plus avancée, même le système le plus mieux, quand on les place dans le main des gens dont l'état d'esprit est prédisposé à détruire et à faire du mal, je vais vous dire que ce système-là va encore le permettre à faire beaucoup plus de mal. C'est-à-dire que ce système-là ou cette technologie-là avancée est dans le main de ces individus-là, donc ça augmente encore leur pouvoir de nuire et leur capacité de faire du mal. Par contre, le début de toute chose, quand il faut changer, par exemple, une nation, c'est commencer d'abord par changer l'état des pensées des gens. Parce que, comme tous les grands maîtres, tous les grands penseurs, que ce soit les prophètes, que ce soit les philosophes l'ont dit, tel que l'homme pense, tel qu'il est, ok? Et c'est la même chose pour une société, tel que les hommes, tel que les gens, ok? Les hommes et les femmes qui composent une société pensent tel qui devient en fait, ou voilà, tel qu'il est ou quelle est leur société, ok? Et si on veut changer une société quelconque, on n'a pas besoin de construire beaucoup de prisons, on n'a pas besoin, je sais pas moi, d'amener des systèmes très sophistiqués. C'est qu'on fait tout simplement, ou c'est qu'on peut tout simplement faire, c'est changer la mentalité des gens, changer l'état des pensées des individus dans cette société. À leur tour, ils vont alors changer leur société, parce que nos actions dans une société sont directement ou indirectement liées à la manière dont la majorité des gens pensent dans cette société-là. Alors, rentrons à la question de la RDC pour comprendre les problèmes du fond de cette société. Alors, je ne vais pas vous amener trop loin dans l'histoire. Ce que je vais commencer peut-être moins de 100 ans, c'est-à-dire en 1945, à la fin de la soi-disant Seconde Guerre mondiale, qui est en réalité une guerre ethnique ou une guerre tribale européenne. Alors, parce que tout ce que les Européens font, ça devient mondial, ça devient
universel, ça devient international, mais on met ça de côté. Alors, à la fin de la seconde guerre dite mondiale, je vais dire, tous les pays européens étaient en ruine, ok? Il y avait que les États-Unis, seuls qui étaient, je vais dire, les grands gagnants de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Parce qu'en 1945, à la fin de la guerre mondiale, les États-Unis disposaient de 45% de la richesse mondiale, à eux-mêmes, ok? 45% de la richesse mondiale. Et deuxièmement, les États-Unis représentaient seulement 5% de la population mondiale. Donc, c'est-à-dire vous avez une situation où seulement 5% de la population mondiale dispose, ok, à lui seul, donc 45% de la richesse la richesse globale. Donc c'était une situation inédite dans l'histoire du monde, ok? Alors cela a poussé les penseurs ou les stratégistes des États-Unis, qu'on appelle communément en anglais policymakers, ceux qui faisaient des lois ou qui établissent des stratégies, surtout en termes des intérêts des États-Unis, au travers des organisations comme par exemple the Council on Foreign Relations. Ils ont commencé à réfléchir comment ils vont mettre en place un système qui va permettre à ce que les États-Unis puissent toujours rester dans sa position de superpuissance ou sinon dans sa position dominante sur d'autres nations du monde. Okay? Entre autres, ces gens dont je parle, vous pouvez chercher le nom de George Kennan. Il était parmi l'un des gens les plus influents de cette époque-là qui ont en fait élaboré toute une stratégie qui est donc justement démontré ou qui se trouve dans un document qui s'appelait National Security Memorandum 68. Donc mémorandum comment je vais interpréter ça en français? Mémorandum de la sécurité nationale 68, ok. National Security Memorandum 68. Alors, les stratégies développées autour de ces documents sont plusieurs, bien sûr, concernant les intérêts externes des États-Unis. Comment garder les États-Unis en tant que superpuissance, comment garder leur domination, comment mettre fin à toutes sortes de concurrences, ces genres des histoires. Alors, pour le faire mieux, ils ont divisé le monde dans plusieurs blocs. Okay? Et chaque bloc a été octroyé une mission spécifique à accomplir en fonction des intérêts des États-Unis d'Amérique. Okay? Comme par exemple, le Japon et l'Allemagne ont été désignés par les États-Unis comme des leaders industriels en Europe, sous les auspices bien sûr des États-Unis d'Amérique. Donc les Japon et l'Allemagne devraient donc guider l'industrie l'industrie des productions en Europe et consorts. Mais ce qui est plus important, c'est plutôt les cas de l'Afrique et aussi une partie de l'Asie. Quant à l'Afrique, elle s'est retrouvée dans ce que les États-Unis ont appelé grand espace, grand area. Ok. Alors, c'était quoi alors les rôles des grands espaces? Deux rôles principaux pour les grands espaces qui est donc l'Afrique et quelques pays d'Asie qui possèdent du pétrole et d'autres ressources naturelles. Le premier rôle, c'était d'être les dépôts des ressources naturelles pour les États-Unis et leurs alliés européens. Il faut mieux retenir ça. Donc les rôles attribués à l'Afrique par les États-Unis depuis 1945 jusqu'à ce 21e siècle, c'était de devenir les dépôts des ressources naturelles, des matières premières pour le développement ou l'industrialisation de l'Europe bien sûr, et les États-Unis. Et le deuxième rôle très important, c'était de devenir les marchés pour les produits fabriqués en Europe et aux États-Unis. Donc nous les Africains, on doit être là que pour consommer les produits, ok, travailler dur, utiliser notre argent pour consommer les produits fabriqués en Europe et aux États-Unis. Nos ressources doivent être utilisées, exploitées et pillées par les États-Unis et leurs alliés. Et bien voilà les rôles qui nous ont été attribués
par les États-Unis. Et d'ailleurs, George Kennan, comme je l'ai dit tantôt, il a même conseillé aux Européens parce qu'ils venaient de perdre la guerre. Ils venaient donc de perdre, d'avoir quand même, je vais dire, un choc terrible à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et après cela, ils ont été forcés par les États-Unis de libérer, je ne veux pas dire libérer, c'est pas un bon terme, d'accorder ce qu'on appelle l'indépendance aux pays africains. Parce que vous savez, jusqu'à 1945, les pays africains étaient sous colonisation de pays européens, comme par exemple la France, l'Angleterre, la Belgique et consorts. Alors, George Kennan a même conseillé aux États européens, comme les États-Unis leur avaient forcé d'accorder l'indépendance, il leur avait dit, vous aurez avoir un soulagement psychologique, au travers de l'exploitation de l'Afrique. Donc vous allez continuer à exploiter l'Afrique, bien sûr, quand bien même vous accordez l'indépendance, et cela pourra vous procurer d'un soulagement psychologique. Admettons que quelqu'un dise que l'Afrique puisse exploiter maintenant l'Europe, pour retrouver notre soulagement psychologique, parce que ça fait plus de 400 ans ou 500 ans que nous sommes ou que nous subissons l'oppression, l'exploitation et l'humiliation des Européens. Ça serait totalement une autre chose. Il n'y a pas longtemps, dans cette semaine d'ailleurs, que les Chinois ont fait survoler sur l'espace aérien des États-Unis ce qu'on appelle leur ballon de surveillance. Mais il faut voir comment les Américains font du bruit. Le monde entier est alerté par cela. Mais les Américains sont les grands espionnaires des restes du monde. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre. Alors, ces principes ou ces stratégies ont été mises en pratique. Elles ne sont pas restées que théoriques dans des livres comme les mémorandums dont je viens de mentionner, mais plutôt ce sont des stratégies qui ont été mises en pratique. Les États-Unis ont fait des guerres partout dans chaque pays où des leaders sont venus au pouvoir et ont voulu faire autre chose que ce que les États-Unis avaient prévu pour l'espace, les grands espaces qu'ils ont appelés Grand Area. Il y a eu des assassinats justement quand un leader venait et ne voulait pas s'aligner avec le principe des États-Unis d'exposer ses ressources naturelles ou les ressources naturelles de son pays pour l'exploitation américaine et européenne, et aussi ouvrir son marché au travers de ce qui est appelé les marchés, donc les libres-échanges, free market, aux entreprises européennes et aux entreprises américaines pour ainsi, envahir leur marché avec leurs produits, pour offusquer les producteurs locaux. Donc les États-Unis ont fait de sorte que personne ne puisse dérailler de ces principes-là, d'une manière directe ou indirecte, avec les CIA, opérant en Afrique, des assassinats ciblés, des empoisonnements. Il y a beaucoup, la liste est très longue, pas seulement les États-Unis, la France, l'Angleterre, il y en a beaucoup. Et ce qui est curieux, c'est que parfois, les États-Unis ne tiennent pas compte même de la capacité d'un pays. Par exemple, un pays comme Éthiopie, c'est pas un pays qui peut, par exemple, causer une menace aux États-Unis. C'est pas un pays qui peut attaquer les États-Unis. Mais vous allez voir que les États-Unis maintiennent une main de fer, sur ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ont appelé eux-mêmes dans leurs documents la menace d'un bon exemple. C'est quoi la menace d'un bon exemple? C'est une menace qui représente en fait des pays très pauvres, très pauvres qui n'ont pas de ressources. Si ces petits pays arrivent à s'organiser, à maintenir à contrôler leur économie et à se développer, ça sera un exemple très mauvais pour des pays qui ont des richesses comme notamment la RDC, le Nigeria, l'Angola et d'autres pays. Ils vont se dire, mais comment est-ce qu'un pays comme Éthiopie arrive à se développer avec, par exemple, son industrie d'aviation et consorts, pendant que nous avons des richesses, on ne fait rien? Non, mais ça sera un très mauvais exemple pour ce genre de pays. C'est pourquoi les États-Unis appellent ces petits pays-là des
exemples des quoi? Des menaces, des mauvais exemples. Et c'est la raison pour laquelle ils vont faire des guerres terribles, des guerres atroces à des petits pays comme par exemple Haïti. Ok? Quand je vais dire des guerres, c'est-à-dire détruire des leaders, imposer une dictature, donc détruire les leaders qui ont été votés ou élus par le peuple, imposer une dictature. Vietnam, des guerres là-bas, Chili, donc la liste est très longue. Ok? Alors, c'est ça le contexte de la réalité actuelle que nous devrons comprendre en tant que Congolais. Ok? C'est une situation qui nous touche d'une manière particulière parce qu'on sait très bien que ce que l'Afrique, ce que les Congos en fait représentent pour l'Afrique. Et quand on fait des stratégies géopolitiques sur l'Afrique, on commence d'abord par des pays qui sont potentiellement riches. Donc on commence par exemple les Congo, les Nigeria, tous ces pays qui sont potentiellement riches. Je vais dire tous les pays africains sont riches, mais il y a des pays qui sont totalement des scandales, comme on le dit. Ok? Alors, on élabore ces plans en se basant sur ce genre de pays. Et c'est un cas avec la RDC. Donc, si maintenant on veut revenir à la guerre, ok, qui nous a imposé depuis maintenant plus de 20 ans dans ce pays pour répondre aux questions, c'est quoi les fonds de ces problèmes? Je crois que vous avez la réponse. Ok? Je crois que vous avez la réponse. Cela vous rappelle la raison pour laquelle Laurent Désiré Kabila a été tué. Ça doit nous rappeler la raison pour laquelle Mobutu a été maintenu au pouvoir pendant 32 ans de pouvoir. Ça doit nous rappeler la raison pour laquelle Lumumba a été assassiné. Ok? Donc, c'est-à-dire que si vous vous mettez dans cette perspective-là, de faire avancer l'agenda des États-Unis, ah bon, vous êtes un bon leader. Et une chose qu'ils ont mentionné dans ces documents-là, c'est que George Kennan qui disait, on doit se méfier des termes vagues, comme par exemple la démocratie, la démocratie, les droits de l'homme. Je vais dire, il y a un troisième terme qui parle dans le sens d'assistance sociale, tout ça. Il a dit, on doit se méfier de ces termes, sont vagues et inutiles. On doit on doit être réaliste, faire en sorte que nos intérêts sont en tout cas atteints ou respectés, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, que vous soyez un démocrate, que vous soyez un dictateur, vous pouvez que rester au pouvoir, okay, surtout dans les dernières décennies, si vous marchez dans la perspective ou dans la ligne tracée par les États-Unis. Si vous vous égarez, eh bien voilà, vous êtes mal parti. Ok. Donc, c'est ça les fonds de problèmes que nous avons au Congo. Alors, comme je disais tantôt, nous attaquons les symptômes. Ces symptômes, ce sont des Rwandais que nous attaquons. Ok. Ces symptômes, ce sont des Burundais que nous attaquons. Ces symptômes, ce sont des Ougandais, par exemple, que nous attaquons. Ces problèmes, c'est un président. Ok. L'ancien ou les nouveaux. Ces problèmes, ça peut être, c'est pas moi, les infiltrés dans l'armée nationale. Quand bien même toutes ces choses sont réelles, mais ce sont des symptômes. Ce n'est pas le fond du problème qu'il faut résoudre. Ce n'est pas vraiment le réel problème que nous sommes censés résoudre. Donc c'est ça, c'est que selon ce que nous voulons apporter, selon notre perspective panafricaniste, pour que nous puissions quand même comprendre les problèmes auxquels nous faisons face. Donc, d'une manière brève, c'est quoi les problèmes? Les problèmes, c'est que l'Afrique, d'une manière générale, pas seulement les Congos, ok? L'Afrique, d'une manière générale, est soumise à l'hégémonie occidentale pour servir leurs intérêts et du tout leurs intérêts. Comme Dr. John Henrik Clarke pouvait le dire, l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Pourquoi? Parce que l'Afrique possède des choses que d'autres personnes ont besoin et qui ne peuvent pas survivre sans des choses que l'Afrique possède. Et ils n'ont jamais eu la volonté de payer. Et ils sont même incapables de payer. Alors, ils vont toujours trouver des excuses ou une raison pour envahir l'Afrique.
C'est ça la raison de la RDC. Ils vont toujours trouver une raison pour maintenir l'état de guerre, afin que le peu d'argent que les gouvernements ont doit être dépensé pour acheter des armes chez le même envahisseur, pour mener une guerre qui est imposée par les mêmes envahisseurs pour des ressources qu'ils ont besoin. Parce que pendant qu'il y a la guerre, il y a des exploitations des minerais et consorts. Okay? Donc c'est ça donc le but. Ils n'ont jamais voulu payer et ils ne sont pas en mesure de payer. Donc ils trouvent toujours des excuses ou une raison pour nous envahir. Donc c'est ça les problèmes de la RDC aujourd'hui. Donc c'est sont vos soi-disant grandes puissances. Alors, la deuxième question qu'il faut répondre, c'est comment on peut procéder comment on peut procéder à résoudre ces problèmes. Ok, c'est ça la deuxième question. Donc, encore comme je le dis, on a essayé plusieurs fois à résoudre ces problèmes d'une manière à traiter avec les symptômes, ok? C'est faire la guerre entre nous, ça fait du bien à l'Occident, ok? Ça fait du bien aux Occidentaux. Quand on se fait la guerre, on s'accuse mutuellement entre les Rwandais et les Congolais, et cela crée même la haine entre les citoyens qui n'ont rien à voir. Parce qu'il faut comprendre que dans l'état actuel des choses, c'est les gouvernements rwandais qui est utilisé comme un instrument d'autodestruction de l'Afrique. Parce qu'en détruisant les Congos, ils s'autodétruisent eux-mêmes. Parce que l'Afrique n'a pas la paix. Et du coup, il y a l'instabilité, il y a des crises économiques, il y a tous ces problèmes qui, au finish, rongent même les Rwandais. Ok? Mais le peuple rwandais, je vais dire que n'a pas de problème de tout ça, tout comme le peuple congolais. Okay? Le peuple burundais, le peuple ougandais, c'est un peuple qui n'a pas de problèmes. D'une manière générale, donc je vais dire, en grande partie, des gens sont manipulés, okay? Par des propagandes menées par des masses médias pour ainsi leur cultiver une morale, je vais dire, des tribalismes, des macro-tribales consorts, des micro-tribales plutôt, pour avoir la haine entre nous-mêmes. Mais en fait, en principe, on n'a pas de problème. Ce sont des régimes utilisés et instrumentalisés. Mais le problème, c'est que les Rwandais que nous accusons, ce sont nos frères. C'est ça le problème. Ce sont nos frères. Okay? Et nous les accusons parce que ce sont des symptômes. Mais si on veut résoudre ces problèmes, on doit aller à la source, on doit aller à la base, à cette source-là qui donne de l'énergie au problème, qui fait que les problèmes existent et persistent et qui fait que le problème ait des effets néfastes que nous constatons depuis plusieurs années maintenant en RDC. Et la solution, c'est, je vais dire en bref, c'est le panafricanisme. Okay. C'est valable pour la RDC, c'est valable pour le Nigeria, c'est valable pour les Centrafrique, c'est valable pour les Burkina Faso, c'est valable pour les Mali, c'est valable pour tous ces pays africains menacés, rongés par la guerre imposée, okay, par des Occidentaux. Donc c'est le panafricanisme. Et quand je parle du panafricanisme, je vois des efforts collectifs, okay, engagés pour ainsi développer la puissance. Parce que le problème que l'Afrique a aujourd'hui et les problèmes que les Congolais aujourd'hui, c'est des problèmes de puissance. Quand on manque la puissance, on devient un sujet de tout traitement de ceux-là qui ont la puissance. Okay. C'est un phénomène naturel. Okay. Si vous vous mettez devant un courant d'eau qui coule, ça va vous emporter si vous n'avez pas la force. C'est naturel. Il n'y a pas les diables qui est venu là-bas pour commander à l'eau de vous emporter. Non, c'est ça la puissance. Une fois qu'une entité, je vais dire faible, se trouve en face d'une entité qui a la force, qui est forte, voilà, l'entité faible est victimisée. C'est la loi de la nature. Okay? La puissance a toujours d'impact sur des entités qui n'ont pas de puissance. Alors, tant qu'on est dans cet état d'impuissance, que je considère aussi comme un état volontaire ou accepté, voilà, on est sujet à tous ces problèmes, à tous ces maux, et on regarde l'avenir avec très peu d'espoir en ce qui nous concerne.
dans ce 21e siècle. Alors, quand on parle de puissance au travers du panafricanisme, c'est-à-dire on doit, comme je dis, il faut résoudre les problèmes du fond. On doit comprendre que les Congos, en tant que tel, n'a pas de chance de résister ou c'est pas de se défendre, de se défendre contre des puissances impérialistes qui lui imposent cette guerre et qui lui imposent cette condition de misérabilité, de destruction que nous faisons face au Congo. Le Congo n'aura jamais une chance en tant que tel de s'élever, de devenir, je vais dire, compétitif et d'avoir une puissance qui peut lui permettre de résister contre la Belgique, la France, les États-Unis, l'Angleterre et voire même la Chine. C'est impossible. Le Nigeria, en tant que tel, n'est pas capable de s'élever et de résister contre l'impérialisme ou les forces qui lui obligent de rester dans des conditions de précarité où le Nigeria se trouve aujourd'hui. Donc, quand on parle du panafricanisme qui s'impose alors dans cet état des choses comme la meilleure solution, c'est-à-dire on doit alors consolider nos efforts afin que ces efforts puissent avoir de l'impact qu'il faut afin de changer notre réalité, afin de créer la puissance qu'on a besoin pour ainsi mettre fin à cette guerre. Donc ce que je vais dire ici, c'est que les Congolais doivent maintenant envisager l'approche panafricaniste. Tout comme d'autres pays africains doivent envisager l'approche panafricaniste. Je vous donne un exemple. En 2016, le pays africain, d'une manière individuelle, ont dépensé à peu près entre 42 et 46 milliards de dollars pour leur défense, pour leur armement. Ok? Et cet argent est dépensé d'une manière individuelle, comme je l'ai dit. Mais quand vous regardez en Afrique, vous trouvez que il n'y a aucun pays africain qui est capable de sortir une armée, ok, qui peut résister contre la France, contre l'Angleterre, contre tous ces pays impérialistes que je viens de citer. Et pourtant, on a dépensé 42 à 46 milliards de dollars en 2016. Aujourd'hui, ça peut être plus que ça. Pourquoi? Parce que cet argent est dépensé d'une manière individuelle, mais trop souvent, cet argent est dépensé pour les conforts des dirigeants parce qu'il va falloir qu'ils roulent dans des voitures blindées. Il va falloir qu'ils puissent avoir des mercenaires partout dans les pays pour ainsi espionner la population. C'est comme ça que cet argent est dépensé, malheureusement. Et pourtant, si on mettait cet argent ensemble, c'est ça donc le panafricanisme, ok? Pour développer l'armement continental. Donc, développer une armée pour la sécurité de tous les continents africains. Développer des missiles balistiques capables de frapper partout, dans tous les coins du globe, ok? Et ces missiles positionnés dans chaque coin de l'Afrique, comme une stratégie de persuasion, comme on les appelle, des armes de persuasion. On pouvait quand même réussir, ok? Je vais dire, à éliminer beaucoup de petits problèmes qui rongent l'Afrique aujourd'hui dans la médiocrité pour que le peu d'argent qui peut créer d'emplois, qui peut être investi dans la population, dans les jeunes entrepreneurs, que cet argent puisse être consommé dans la guerre qui nous impose, on ne sait pas pour quelle raison. Ok? Qui nous est imposée, je veux dire, on ne sait pas pour quelle raison. Donc, c'est ça les solutions panafricanistes qu'on doit envisager aujourd'hui pour ainsi mettre fin à la guerre en RDC et aussi permettre d'établir une base, ok? Du développement, comme on aime le dire, pas seulement en RDC, mais partout dans l'Afrique. Donc, ce que je vais dire, c'est que les efforts qui sont fournis aujourd'hui pour ce qu'on appelle le développement du Congo doivent être les efforts qu'on doit fournir d'une manière collective pour le développement de toute l'Afrique, parce que il n'est pas possible de développer une partie de l'Afrique tant que le reste des parties sont dans des conditions de précarité et de sous-développement. Mais en principe, est-ce qu'on doit parler le langage du développement? Parce que c'est le langage qui domine aujourd'hui en RDC, qui domine aujourd'hui même chez les leaders, les dirigeants, ils parlent du développement. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit parler vraiment du développement? Je crois non. En tant que révolutionnaire panafricaniste, je considère que
les buts qu'on doit chercher d'abord aujourd'hui en tant que Congolais d'une manière particulière et en tant qu'Africain d'une manière générale, c'est d'abord la liberté et l'émancipation. Parce que il n'est pas possible qu'une personne puisse parler du développement étant en prison, étant emprisonné. Okay? Nous sommes toujours sous l'oppression. Nous sommes toujours sous le joug du colonialisme, mais qu'on appelle aujourd'hui néocolonialisme, c'est-à-dire nouveau colonialisme. C'est ça, le néocolonialisme dans lequel nous sommes. Et du coup, on doit développer quoi? On doit développer notre enclos, notre prison, notre cellule. Ça ne s'explique pas. Donc, un homme ou une femme qui est emprisonné cherche d'abord sa liberté. Okay? Et une fois que vous êtes libre, le développement, c'est un processus naturel qui va se mettre en place. Les poissons n'ont pas besoin de faire les efforts pour se développer dans l'eau. Il faut que les poissons soient dans un environnement propice à leur développement et le développement se met en place automatiquement. Les oiseaux n'ont pas quelqu'un qui va étudier pour devenir un master en développement des oiseaux parmi eux-mêmes. Non. Tant qu'ils se retrouvent dans un environnement propice, ils se développent automatiquement. Du coup, dès que nous acquérons notre liberté, dès que nous avons notre liberté en tant qu'Africains, c'est-à-dire la liberté qui se manifeste en deux perspectives. Dans la première perspective, c'est la liberté de contrôler nos ressources. La deuxième perspective, c'est la liberté de déterminer notre destin nous-mêmes. On est capable de se développer d'une manière automatique, d'une manière autonome, parce que c'est ça la liberté, c'est autonome. En fait, le développement, c'est autonome. Parce que jusqu'à présent, on ne décide pas sur notre destin. Ce sont les autres qui ont décidé à la conférence de Berlin, qui continuent à décider encore sur le destin de l'Afrique aujourd'hui, en nous imposant les leaders qui vont accomplir leur mission ou leur agenda. Et deuxièmement, nous n'avons pas le contrôle de nos ressources naturelles, comme je l'ai expliqué au début de cette présentation, que nos ressources ont été désignées pour le but seulement de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Alors, si j'ai parlé de beaucoup de choses peut-être, mais il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez retenir. Vous, en fait, si vous avez peut-être oublié ou si vous avez eu des confusions sur beaucoup de choses que j'ai développées autour de ces propos, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez peut-être retenir. C'est que connaissez vous-même. Connaissez-vous vous-même ou apprenez à vous connaître vous-même. Apprenez à connaître votre environnement et apprenez à connaître vos ennemis. C'est très important. Si nous avons ces trois connaissances, ces trois savoirs, les savoirs de soi, les savoirs de notre environnement, là où nous vivons, et les savoirs de nos ennemis, nous avons gagné même la guerre avant de commencer. C'est ce que Sun Tzu dit. Et voilà, un peu d'une manière brève, la situation en RDC et la solution qui s'impose. Et on peut commencer ça maintenant. En tant que jeune Africain, on ne doit pas attendre que les leaders puissent changer des mentalités. Non, ce sont des leaders qui sont en grande majorité instrumentalisés, programmés pour travailler pour l'Occident. Mais c'est à nous aujourd'hui, les jeunes Africains, c'est à nous de commencer à nous organiser. D'abord dans nos communautés, là où nous sommes, dans nos quartiers, là où nous vivons, ainsi nous organiser avec d'autres jeunes d'autres pays, parce que nous sommes tous les Africains dans des projets panafricanistes, dans des projets révolutionnaires, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan, industriel. On doit commencer déjà à échanger des idées, à collaborer, à collectiviser nos efforts, afin que les leaders qui vont sortir de notre génération, de demain, soient des leaders qui sont ancrés dans des principes du panafricanisme, parce que c'est la seule façon et la seule possibilité qui s'impose aujourd'hui pour résoudre tous ces maux africains que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si vous êtes d'ailleurs envié, si vous êtes en fait intéressé, je vous invite à nous joindre dans notre parti continental de l'unité africaine, comme je l'ai dit, parti africain pour l'unité continentale plutôt, que nous avons déjà mis en place, parti qui fonctionne déjà donc au Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Kenya,
le parti est vraiment dans une, je vais dire, rapide progression, ou je vais dire rapide développement, dans un rapide développement. Vous allez m'excuser les termes. Donc, c'est le temps peut-être que nous puissions venir ensemble, ok? Développer ça dans notre monde francophone, parce qu'il paraît que nous sommes un peu, je vais dire, en arrière par rapport au monde anglophone en ce qui concerne ces genres d'initiatives. Alors, tous les jeunes, je vous invite, les jeunes Congolais, les jeunes Africains, joignez-nous ensemble qu'on travaille pour l'avenir de l'Afrique. Ok? Les jeunes représentent le futur et l'énergie. Et la manière dont nous gaspillons notre énergie aujourd'hui détermine le futur de l'Afrique. Si nous gaspillons notre énergie aujourd'hui dans la musique, dans la danse, dans l'alcool, dans toutes ces histoires inutiles, dans le TikTok, Facebook, dans des insultes, dans des critiques, dans la haine, bon, on peut imaginer ce que l'Afrique va devenir demain. Mais si par contre on change aujourd'hui, ok, dans l'esprit du panafricanisme révolutionnaire, d'utiliser notre énergie qui représente la jeunesse dans des choses positives et des choses constructives, comme par exemple penser aux stratégies collectives que nous pouvons mettre en place en tant qu'Africains, former des organisations panafricanistes, des associations pour des projets économiques et consorts, je vous dis que dans 10 ans, l'Afrique sera totalement autre chose, inconnue au monde, ok, inimaginable au monde actuel. Donc, nous avons le choix et nous avons le destin devant nous. Nous avons le devoir de nous décider. Soit on doit prendre ce destin en main, soit on doit laisser ce destin être dicté par d'autres personnes qui n'ont pas nos intérêts à leur cœur. Et je vais finir par cette phrase de Franck Fanon qui disait « Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission et l'accomplir ou la trahir. » Force et paix à vous tous Africains partout où vous êtes, les Africains d'Afrique ou de la diaspora, force et paix, liberté et décolonisation. Ça a été un plaisir de partager autour de ces sujets avec vous. Je m'appelle King Kabala, membre du Parti africain pour l'unité continentale et membre de la communication du parti. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette présentation, veuillez bien sûr souscrire et partager et liker pour nous encourager afin d'évoluer avec ce que nous sommes en train de faire. Et nous invitons aussi à soutenir notre parti, okay, ce que nous faisons au sein du Parti africain pour l'unité continentale. Si vous voulez vous joindre à nous, nos portes sont grandement ouvertes parce que ce travail va réussir si on travaille ensemble. Ce n'est pas un travail d'un seul individu ou de quelques individus, parce que si nous léguons ce travail à quelques individus, alors ils vont travailler pour eux-mêmes et nous allons répéter la même situation où nous avons une classe de leaders qui s'approprient de tout et la majorité, le reste des gens sont dans la pauvreté et dans la misérabilité. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Force et paix.